Les travaux sur l'historiographie, tout ce qu'on appelle l'historiographie transnationale, qui est très développée actuellement, essaie de comprendre comment les idées ont circulé d'un pays à l'autre. Et certains auteurs, Diebold et Fouché particulièrement, qui ont travaillé sur l'histoire des infirmières, disent que la plupart des activités du prendre soin et de la cohésion sociale sont nées en Angleterre, parce que c'est là que le capitalisme est le plus développé, donc c'est dans ce cadre-là que ces pratiques se développent, se créent, et ensuite sont transférées aux États-Unis. Là, elles sont développées dans des conditions avec des moyens tout à fait considérables, donc elles s'améliorent, elles se peaufinent, elles se développent, et ensuite on assiste à un transfert de ces idées-là vers l'Europe, particulièrement la France. Donc ça, il faut l'avoir en tête parce que ça va nous aider à comprendre des choses justement sur cette histoire. Londres est une ville marquée par une pauvreté tout à fait incroyable, méconnue. Il y a des ouvrages à l'époque qui sont faits pour essayer de rendre compte de l'expérience vécue par cette frange de la population. À la fois une population d'un côté qui profite de cette période de développement du capitalisme et accumule un certain nombre de richesse, et de l'autre côté, une population vraiment dans la misère la plus totale. Et donc il y a des émeutes qui vont se produire dans cette période-là à Londres, des émeutes de la faim, et qui vont beaucoup inquiéter les élites, et au point qu'ils vont demander, il y a une de leurs connaissances qui va travailler à une étude de ce phénomène-là pour essayer de se dire, mais au fond, comment se constitue la pauvreté. Et donc il s'agit de Charles Booth, ce qu'on peut qualifier l'un des premiers sociologues de l'histoire, qui va mener une enquête maison par maison pour connaître le nombre de personnes qui habitent dans chaque appartement, la qualité de chaque logement, sur quel budget ils vivent, est-ce que les gens travaillent, est-ce que plusieurs personnes travaillent ou une seule, etc. Et en fait, il va découvrir qu'il y a ce qu'il appellera une ligne de pauvreté, c'est-à-dire en dessous de cette ligne-là, on n'est pas en capacité par soi-même de sortir de la situation de pauvreté, parce qu'on vit un peu au jour le jour, en fonction de ce qui est disponible en termes d'entrée de richesse, de salaire, mais le moindre accident, une maladie, l'arrivée d'un nouvel enfant qui du coup va demander plus de richesse, sont des accidents qui sont dramatiques, parce que les gens tombent dans une trappe de pauvreté et n'en sortent pas. Voilà, donc ça c'est la réalité de l'époque, et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure sur la question de la connaissance, le terme to report, le reportage, est un terme qui est créé à l'époque. On va aller sur place, rencontrer les populations pour essayer de ramener de l'information par rapport à ce qu'on a découvert en fait. L'histoire se poursuit par l'expérience de plusieurs jeunes qui entendent John Ruskin dire qu'il faudrait aller au peuple, il faudrait aller au contact de ce peuple, il faudrait l'aider, l'accompagner, et qu'il faudrait lui donner du temps. Et donc il y a deux jeunes qui vont faire l'expérience d'aller dans les quartiers populaires de Londres, mais c'est pas anodin d'aller vivre dans ces quartiers-là parce que la maladie y prolifère, et en particulier la tuberculose. Et donc l'un de ces jeunes, Arnold Toynbee, va aller sur place et très rapidement va décéder justement de la maladie. Le couple Barnett, donc Samuel Barnett qui est pasteur avec sa femme, vont s'installer dans le quartier de Whitechapel,
Et Samuel Barnett va faire une conférence à l'Université d'Oxford où il va inviter les jeunes à le rejoindre dans le quartier, ce quartier de Whitechapel, quartier à l'est de Londres, très 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 pauvre. Ce que vont faire un certain nombre de jeunes. Donc, comment ça fonctionne? En fait, ils vont venir habiter sur place dans le premier settlement qui prend le nom de Toynbee Hall, justement en mémoire de Arnold Toynbee. Et le principe, c'est qu'en fait, ils logent, c'est là leur logement, c'est comme si c'était des logements étudiants, en quelque sorte, on pourrait dire ça. Et donc, le loyer qu'ils payent pour leur logement, en fait, permet de faire fonctionner économiquement la structure. Et donc, ils viennent le soir dans le settlement et ils offrent des activités aux habitants du quartier. Donc, parmi les activités qu'ils peuvent offrir, des cours de mathématiques, de botanique, de géologie, de physique, de mathématiques, et puis des activités culturelles, faire de la musique, de la peinture. Une des premières expositions de peinture de l'histoire de l'Angleterre se produira justement d'ailleurs à Toynbee Hall. C'est intéressant que le terme qui a été choisi, c'est le terme de settlement pour parler de ce lieu. Donc un terme qui renvoie à colonie. Et donc il y a ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il y a un usage du terme colonie massif à l'époque. On va le retrouver, ce terme-là, à la fois pour la création des colonies en dehors de les États coloniaux, hein, l'Angleterre, la France avec leurs colonies. Donc les politiques impériales, quoi, d'expansion. Exactement. Au XIXe siècle, c'est une période de développement justement de l'accaparement de ces terres et de ces pays par l'Occident. Donc il y a ça d'un côté. On retrouve aussi le terme colonie de vacances, 1870. Voilà. Et puis le terme settlement, on sait qu'à l'époque, il y a certains qui vont le traduire par colonie sociale. Donc il y a quelque chose là à creuser dans les dernières occurrences du terme aussi, évidemment, j'allais l'oublier, mais c'est la conquête de l'Ouest. Les colons qui sont sur la nouvelle frontière qui avance comme ça vers l'ouest, ce sont des colons. Des settlers. Des settlers, exactement. Donc on a vraiment un terme là qui fait sens aussi pour raconter cette période. Dernière chose à savoir, c'est que les gens qui vont partir dans l'économie travailler vont utiliser l'expérience acquise à Toynbee Hall, donc ils vont venir travailler à Toynbee Hall pour apprendre comment se comporter à l'égard d'une population qu'on ne connaît pas. C'est ça la réalité. De l'altérité de l'autre. Il y a une altérité de l'autre, effectivement, à construire dans ce cadre-là. En fait, il faut comprendre l'époque. Je pense que c'est Max Weber qui en parle le mieux dans une visite qu'il fait en 1904 à Chicago. Il raconte ce qu'il voit et c'est une sorte de ville complètement chaotique. Il y a une grève, il assiste à une grève avec des manifestations où les manifestants vont renverser des rames de tram. Voilà. Un peu plus tard, il explique qu'il a assisté, qu'il a entendu parler d'un assassinat qui s'est fait en plein jour d'un commerçant, probablement par la pègre. Voilà. Les déchets ne sont pas ramassés dans un certain nombre de quartiers, donc les déchets s'accumulent. On sait que dans certains quartiers, on peut avoir jusqu'à 50 cm de déchets accumulés au sol.
Bref, c'est une ville complètement incroyable. 30 000 personnes y habitent en 1850, 1 300 000 en 1900. Bien sûr, lié à l'immigration européenne à l'époque, il y a une forte immigration qui se fait vers les États-Unis, dont profite Chicago, et aussi l'immigration interne aux États-Unis, puisque les Noirs du Sud vont quitter le Sud à cause des phénomènes de racisme et dans la suite de la guerre de sécession, et vont monter vers le nord, donc où se trouve Chicago, et donc vont venir accumuler encore plus de population dans cet endroit singulier. Jane Addams. Jane Addams est une jeune femme qui naît dans une famille bourgeoise, qui perd assez jeune son père. Ça la marque. Elle a été elle faisait des études au lycée, donc elle s'engage dans des études à l'université de médecine, et en fait elle fait une très grosse dépression à cause de la perte de son père, et elle ne sait plus très bien pourquoi, qu'est-ce qu'elle veut faire finalement. Et ce qui se fait beaucoup à l'époque, c'est que les jeunes filles des classes bourgeoises sont envoyées faire un tour de l'Europe. Donc ce qu'elle va faire, on sait qu'elle va aller plusieurs fois en Angleterre, et la dernière fois qu'elle ira dans ce voyage, elle visitera Toynbee Hall, et elle sera marquée par cette expérience au point de décider avec une amie à elle, dans son retour à Chicago, d'installer ce projet-là dans un quartier de Chicago. Donc, grâce à son héritage. Alors, elle a un héritage qui lui permet d'avoir un peu d'argent, mais au fond, faut bien comprendre ce qu'elle fait de cet héritage. Elle va acheter une ferme, et c'est l'argent que va produire la ferme qui va lui permettre de tenir dans la durée. Mais elle va aussi parler de ce projet-là à son entourage, et elle va être très soutenue dans cette expérience, comme quoi l'idée d'aller au pub, de rencontrer les gens dans leur réalité, quelque chose qui est compris en fait à l'époque par les gens de son milieu. Oui, par les élites, parce que le modernisme, c'est aussi ça. Enfin, c'est quand même des élites qui ne serait-ce que par un souci d'ordre et d'hygiénisme, entendent bien qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état, quoi. N'est-ce pas ? Comme on avait évoqué tout à l'heure, le fait que l'élite londonienne s'inquiétait de la façon où la population pauvre pouvait réagir et éventuellement créer une révolution, hein, donc avec tout le monde a en tête évidemment la Révolution française. Donc on va créer une compréhension à travers la sociologie Charles Booth. Aux États-Unis, on a aussi des questions autour de la gouvernance, avec ce qu'on appelle les GOGOs, les Good Government Guys. Voilà, okay. Qui sont des gens qui réfléchissent à une amélioration de l'administration des villes dans une logique d'amélioration de la vie des gens dans la cité. Donc cette perspective-là est présente, et donc un certain nombre d'acteurs de l'époque, parmi ce courant auquel appartient Jane Addams, qui s'appelle le pragmatisme, sont engagés dans ce mouvement-là, au travers de ce qu'on appelle le City Club. Donc on va y retrouver par exemple George Herbert Mead, on va y retrouver John Dewey, c'est la prononciation qu'on veut, et Jane Addams évidemment, qui sont dans ces milieux-là. Bon, évidemment, il y a les trois fondateurs qui sont bien connus, qui sont William James, Peirce et Dewey. Ça, voilà, ils ont écrit, c'est évident, mais tous les travaux qu'on retrouve dans la revue Pragmata aujourd'hui reconsidèrent un certain nombre d'acteurs comme étant, et particulièrement d'actrices,
comme ayant joué un rôle important dans le développement du pragmatisme. On va retrouver donc là Jane Addams, mais on va retrouver Mary Parker Follett aussi, comme étant des personnages de l'histoire. Fondatrices, quoi. Enfin, oui, on peut dire au fondement. Totalement. Parce que le pragmatisme n'est pas une philosophie spéculative, c'est une philosophie de l'action. Et donc, ce sont des actrices et qui réfléchissent à leur action, qui ont une capacité d'élaboration de leur action complètement dans la logique pragmatiste. Jane Addams et son ami récupèrent une sorte de grande maison bourgeoise dans un quartier d'Ashfield, qui est un quartier très populaire avec une population bigarrée, issue de l'immigration, à la mode américaine, avec des quartiers, les quartiers juifs, les quartiers italiens, les quartiers russes, etc. Par communauté, quoi. Par communauté, voilà, tout à fait. Et donc, ils aménagent le lieu, et puis voilà, ils l'ouvrent. Et alors, ils sont très surprises parce que les premières personnes qui viennent et qui franchissent l'entrée de la maison, ce sont les enfants du quartier, qui par curiosité ont bien compris qu'il y avait quelque chose qui était apparu là, et ils sont venus voir de quoi il s'agissait. Et donc en fait, ils vont faire une sorte de centre de loisirs pour ces enfants, parce que voilà, si c'est eux qui viennent, ben, partons de là, partons de ces premiers utilisateurs du lieu. Et puis très rapidement, ben, les mamans vont venir aussi aux nouvelles, pour essayer de voir de quoi il s'agit. Et là va naître une façon de travailler. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est important là dans notre propos sur la question du aller vers. Puisque, au fond, le aller vers de l'époque, c'est cette expérience, c'est-à-dire on va habiter dans le quartier. Elle loge dans la Hull House. Et cette proximité du quotidien avec la population fait qu'il y a une connaissance sympathique, ça c'est le terme de Jane Addams. La connaissance sympathique, de quoi il s'agit, c'est une connaissance de l'autre, non pas en essayant de le connaître, c'est-à-dire de l'étudier du dehors, et d'avoir une compréhension de qui il est, mais essayer de saisir son point de vue. Comment cette personne-là voit le monde, comment elle perçoit les problèmes qui la traversent, etc. Et c'est ce travail, cet effort d'aller dans cette compréhension, George Herbert Mead parlera lui de son côté de l'autrui généralisé, donc de comprendre la place de l'autre, en quoi cette place-là, le point de vue, le point de vue joue sur la compréhension des choses, est un élément structurant de cette pratique de la Hull House, de la philosophie de la pratique de la Hull House et de ce settlement-là. Les femmes, particulièrement. La question du travail, par exemple. Si on prend la question du travail et des conditions de travail des femmes, on va se dire, oui, ça serait peut-être bien qu'elles ne travaillent pas, en tout cas qu'elles travaillent moins. Certes, mais si elles travaillent moins, ça fait moins d'entrée d'argent. Et donc ça impacte la qualité de vie des enfants. Exactement. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. Bien sûr. Là, ce que j'ai dit, c'est justement la façon conventionnelle de traiter la question. Bien sûr. Par contre, si on prend la compréhension du point de vue des femmes, pourquoi elles travaillent alors qu'elles ont des enfants? C'est que si on fait le choix, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure pour Londres, c'est la même situation que vivent les gens qui sont au bord de la ligne de pauvreté. C'est que si je décide de ne pas travailler pour m'occuper des enfants et pas les laisser tout seuls à la maison, alors je n'ai plus assez d'argent. Et dans ce cas-là, je tombe sous la ligne de pauvreté et je tombe dans une trappe à pauvreté et je ne veux pas en sortir. Donc je travaille, quitte à laisser mes enfants à la maison, tout seul.
voire très petit, tout seul. Donc voilà, c'est ça l'idée de la connaissance sympathique. Quel rôle va avoir le settlement comme la Hill House? Son rôle, ça va être de combiner le point de vue de chacune de ces femmes-là dans quelque chose de commun, et les femmes en question vont se dire « Ah, ok, nous sommes affectés par les mêmes phénomènes qui ont les mêmes conséquences sur nos vies. » Et là va apparaître une autre notion essentielle du processus, et là on retrouve la pensée pragmatiste, c'est que ces femmes-là constituent un public, c'est-à-dire des gens qui sont touchés, affectés par la vie et l'organisation de la société telle qu'elle est. Donc, puisqu'ils se rendent compte entre elles qu'elles sont affectées de la même façon, elles vont réfléchir collectivement à quelles solutions seraient possibles. Donc, il y a des solutions qui vont être prises en charge directement par la Hill House. Il va par exemple mettre en place un centre de loisirs, une garderie, et donc il va régler une partie de ces questions du choix entre le travail ou la garde des enfants. Mais ça va aller plus loin, c'est-à-dire que Jane Addams va amener ces questions-là sur la scène publique pour que ça soit aussi des questions discutées dans des instances telles le gouvernement, pour faire amener même à des votes de loi qui vont transformer la situation de ces personnes. En travaillant avec les femmes, Jane Addams se rend compte que ce qui se passe à l'extérieur de la maison, du point de vue de la gestion des déchets, a un impact sur la vie à l'intérieur des maisons. Pourquoi? Parce que comme on ne prend pas en charge quasiment les déchets, je rappelle, Chicago, je vous ai donné une description tout à l'heure, paroxystique, mais derrière cette gestion de la ville, il y a la pègre, Al Capone. C'est la ville d'Al Capone, ne l'oublions pas. Donc, quand la ville crée un marché public de la gestion des déchets, les gens qui répondent, c'est pas des sociétés, voilà, non, c'est la pègre qui répond. Donc, ils ne gèrent pas, en réalité. Et du coup, les déchets s'accumulent. Les déchets s'accumulant, les maladies vont proliférer à travers ces déchets-là, et certaines maladies sont mortelles. Donc, si on ne s'occupe pas de la qualité de gestion de la ville comme on peut s'occuper de la qualité de la gestion de son propre logement, alors on a un risque que l'un influence, joue sur l'autre. Et donc, avec les femmes du quartier, elles vont discuter entre elles et elles vont arriver à l'idée qu'il faut s'emparer de la question. Elles vont négocier le fait d'avoir une mission d'inspection de la gestion des déchets dans l'un des quartiers de Chicago, se trouve le Hill House. Et donc Jane Addams, avec les femmes du quartier, va comptabiliser le nombre de tombereaux qui vient pour prendre les déchets, à quel endroit ils vont les déposer, combien de temps tout ça, ça prend, est-ce que finalement ça correspond aux besoins de la population, etc. Et donc ils vont amener progressivement la ville à se rendre compte qu'il y a une gestion finalement pas à la hauteur. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que Jane Addams va beaucoup écrire. Je crois qu'elle a écrit plus de 500 articles, alors des articles scientifiques, il ne faut pas l'oublier, on peut la qualifier de sociologue. Elle a enseigné à l'université de Chicago en sociologie. Elle produit des articles qui sont publiés dans des revues de sociologie réputées à l'époque. Donc il y a cette dimension scientifique de sa part. Et il y a aussi un autre personnage qui joue à l'époque, c'est John Dewey. John Dewey va essayer de conceptualiser toutes les discussions finalement qu'il a avec Jane Addams, puisqu'il est, il faut le savoir, il est administrateur de ce settlement Hill House. Et alors, pour montrer le lien qu'ils ont entre eux, entre lui et Jane Addams, il va dédier un livre qui s'appelle Liberalism and Social Action,
quand même, hein, donc ça, on voit bien de quoi on parle là. Ce livre-là, au moment du décès de Jane Addams en 1935, hein, pour montrer qu'en fait, ce livre-là vient bien dans la continuité d'une réflexion sur cette fameuse recherche-action qu'ils ont réfléchi, pensé ensemble. Le terme centre social a une généalogie. Il n'apparaît pas comme ça immédiatement. Il y a d'autres termes qui viennent avant. Donc je me suis intéressé au terme. Le premier terme qui apparaît, c'est œuvre sociale de Popincourt. La personne Marie Gaëri, qui est à l'origine de ce projet-là, elle ne connaît pas forcément Toynbee Hall au moment où elle démarre. Mais voilà, on peut imaginer qu'en termes d'état d'esprit, elle l'a. Ensuite, elle va aller à Toynbee Hall. Et elle va utiliser ce qu'elle a découvert à Toynbee Hall, elle va ramener des éléments dans la pratique de l'œuvre sociale de Popincourt. Première chose. Deuxième chose, Mercedes Le Fer de la Motte, qui reprend le projet de l'œuvre sociale et qui le transforme en maison sociale, elle, très clairement, connaît par les gens dans son entourage l'expérience de Toynbee Hall. D'autant plus que, dans un cas, le premier cas, comme dans le deuxième, à l'époque, un certain nombre d'acteurs connaissent cette expérience. Je pense, comment dire, à celui qui est à l'origine des Jeux Olympiques. Ah oui, Pierre de Coubertin. Ouais, Pierre de Coubertin, merci. Pierre de Coubertin est allé faire une visite en Angleterre pour identifier toutes les institutions qui sont liées à la jeunesse et en quoi c'est important pour l'histoire, le fonctionnement de l'Angleterre. Il visite Toynbee Hall. Et donc il revient avec cette expérience. On sait que la Ligue de l'enseignement va faire venir des gens qui travaillent à Toynbee Hall à une conférence en France pour la présenter. Donc voilà, il y a tout ça qui est dans le contexte général de connaissance de cette expérience. Ensuite, un autre personnage qui va apparaître sur la scène, c'est Marie-Jeanne Bassot. Marie-Jeanne Bassot va développer une activité à Levallois-Perret et elle parle, elle, de résidence sociale. Résidence sociale, on est quand même très proche de social settlement. Hein, voilà. Donc c'est quasiment une traduction à la française. Même d'ailleurs, j'ai trouvé des textes où le terme colonie sociale était utilisé à l'époque. Oui, et d'ailleurs, dans les settlements, on parle de residents. Exactement, les personnes qui travaillent dans les settlements sont des residents. C'est ça, donc résidentes, si on reprend la prononciation française. Oui, tout à fait. Et donc, pendant la Première Guerre mondiale, Marie-Jeanne Bassot donc, fait vivre la résidence sociale de Levallois-Perret, et il y a une Américaine qui vient comme résidente pendant la période de la Première Guerre mondiale, qui est Esther Levaugeois, et qui, voyant le fonctionnement de Levallois-Perret, de la résidence de Levallois-Perret, dit à Marie-Jeanne Bassot, mais en fait, ce que vous faites, c'est ce que font les settlements. Et notamment Jane Addams à Chicago. Et Jane Addams, évidemment, à Chicago. Donc, voilà. Du coup, on voit la façon dont est découverte l'expérience américaine dans ce cadre-là. Esther Levaugeois, d'ailleurs, va inciter Marie-Jeanne Bassot à aller aux États-Unis, voir d'elle-même l'expérience des settlements. Donc, ce qu'elle va faire, en 1919, elle va visiter les États-Unis. Alors, rappelons qu'à l'époque, Jane Addams n'est plus tout à fait au même endroit dans l'histoire, puisque elle a été un peu ostracisée pour ses positions pacifistes pour la Première Guerre mondiale. Donc, on l'a déclarée ennemie des États-Unis. Hein. Faut voir la violence de l'attaque. Donc au moment des années 20, elle est même plutôt âgée d'ailleurs, c'est
c'est quelqu'un qui a eu une importance, mais elle n'est pas au firmament Non, même si elle va revenir au moment où on va lui donner son prix Nobel, mais entre-temps, disgrâce. C'est ça, elle va revenir pour son travail au niveau international, parce que elle va continuer à réfléchir à qu'est-ce qu'il y a à garder dans la construction des règles, des lois au niveau national, qui pourraient être pensées même au niveau international. Voilà. Marie-Jeanne Bassot donc, visite les États-Unis et va ramener de sa visite aux États-Unis un terme qui n'est pas connu à l'époque, celui de centre social. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un aux États-Unis qui développe l'équivalent qui est Social Centers, donc centre social. C'est à Boston et c'est Mary Parker Follett. Et on sait par la presse de l'époque que Marie-Jeanne Bassot a visité Boston. Donc est-ce qu'elles se sont rencontrées toutes les deux? Je ne sais pas. En tout cas, à l'époque, Mary Parker Follett était connue, son expérience était reconnue. Donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose là qui a fait qu'il y a une rencontre qui s'est produite et que le terme centre social lui apparaît cohérent par rapport à elle, ce qu'elle développait. Si bel et si bien que quelques années après, en 1923 de mémoire, lors d'un congrès de fondation de la Fédération des centres sociaux, Marie-Jeanne Bassot va produire un rapport dans lequel elle va parler de l'expérience des settlements aux États-Unis, et particulièrement de l'expérience de Jane Addams, avec des termes critiques, en disant c'est une expérience qui est, de son avis, trop politique. Voilà. Donc, ça dresse une image assez intéressante, finalement, de la façon où les centres sociaux à la française se sont positionnés, finalement, dans cette longue histoire des settlements, qui eux-mêmes étaient très engagés dans la réforme sociale. Le projet français est centré sur la famille. Ça n'a jamais été dit aux États-Unis. Ça n'a jamais été leur intention. Pour eux, leur intention, c'est comment on part des personnes concernées et, si nécessaire, comment on produit de la réforme sociale pour agir sur les situations problèmes, les problèmes sociaux que vivent ces personnes. Ce qui est un autre endroit. En fait, on n'est pas au même endroit, finalement, dans la façon de penser les choses. Certains auteurs ont tendance à dire que le fait d'utiliser la famille comme référent en France est à penser dans la continuité de la Révolution française. Au fond, la Révolution française a rompu quelque chose qui aurait fait une sorte de garantie de la société. Hein, le roi qui garantit le fonctionnement de la société, ben, la perte de cette garantie-là. De ces institutions et ces garanties. Voilà, il faut trouver un autre ancrage dans la société qui garantit finalement la stabilité de la société. Si c'est plus le roi qui le fait, alors c'est la famille qui doit le faire. Jane Addams est ostracisée dans les années 1915. En réalité, c'est tout le mouvement progressiste qui va prendre un peu une sorte de revers conservateur américain suite à la révolution de 1917 qui préoccupe beaucoup les milieux du champ du capitalisme. La révolution donc russe, donc le déferlement massif du communisme. Exactement. Voilà. Et donc ils sont tellement inquiets de ça qu'ils vont commencer à avoir une première attaque vers le mouvement progressiste. C'est le mouvement auquel se rattache Jane Addams. On le sait qu'aujourd'hui, en 2025, on sait que les États-Unis sont en guerre contre ce mouvement-là qu'ils appellent wokiste, au passage. Donc du coup... Qu'ils appellent wokiste. Ouais. Le progressisme
Et le wokisme, c'est la même chose chez eux. C'est le même. Mais tu n'es pas en train de dire qu'en 1925, on utilisait le mot. Non, bien sûr, mais Non. tu fais le parallèle avec aujourd'hui. Avec aujourd'hui, bien sûr. L'utilisation aujourd'hui de la chose. Bien sûr. Donc 1918-1919, pas mal de gens du champ des settlements sont ostracisés, mis au bord de la société. Donc déjà, le mouvement settlement prend un coup à ce moment-là. Alors il y a des tentatives dans les années, au moment de la crise de 1929, de repolitisation des acteurs du travail social, mais on va avoir un deuxième effet qui se coule, c'est après la guerre de 1945, le McCarthyisme, et là avec une violence encore beaucoup plus radicale, tous les gens impliqués dans l'idée de la réforme sociale sont mis de côté, perdent leurs emplois, etc. Parce que soupçonnés d'être en réalité des communistes et des ennemis de la patrie. C'est le par où on passe pour les mettre, les faire taire. Mais d'abord, c'est des gens qui remettent en cause le fonctionnement du capitalisme de l'époque. Il ne faut pas perdre ça de vue. En 1915, Abraham Flexner fait une conférence dans laquelle il dit que le travail social n'est pas complètement une profession comme la médecine parce que lui manque certains bouts, parmi les critères qui seraient nécessaires pour qu'elle le soit. Quelle est cette personne que tu es en train de citer? Alors, Abraham Flexner, c'est quelqu'un qui est mobilisé par des milieux économiques américains pour faire une analyse de la formation des médecins aux États-Unis. Donc il va faire un rapport sur la formation des médecins et il va s'appuyer sur le modèle de l'université de Johns Hopkins, qui utilise un modèle qui vient des universités allemandes, qui est basé sur la science comme étant au cœur des professions. Au passage, il faut dire que l'effet de la pensée de Flexner, c'est la mise au banc de toutes les formes de connaissances médicales développées par les femmes qui n'ont pas comme logique la logique scientifique, mais qui ont d'autres logiques, et en particulier qui sont des savoirs de l'obstétrique, par exemple. Voilà, donc 85% des universités américaines qui enseignent, enfin des lieux qui faisaient de l'enseignement de la médecine vont être fermés suite au rapport Flexner. Et dans ces 85%, essentiellement des lieux où la population noire américaine était formée à la médecine, et aussi là où les femmes étaient formées à la médecine. Et où se transmettaient des savoirs ancestraux. Ancestraux, exactement. Donc ça a eu des conséquences assez dramatiques. Dans le point de vue... on revient à lui maintenant. On lui a demandé aussi, lors d'une conférence, une grande conférence, une sorte de congrès du travail social, de venir faire un discours autour justement, est-ce que le travail social est une profession. Et donc il fait la même analyse, sauf que là il n'a pas fait de rapport derrière, donc il s'appuie sur son rapport de médecine pour vous donner son avis, et cet avis-là va avoir des répercussions puisque les acteurs du champ vont se dire, ok, donc il faut qu'on forme, il faut qu'on augmente notre niveau de formation des professionnels du travail social, etc. Il faut qu'on crée une discipline travail social. Voilà, il faut qu'on crée des méthodes, des pratiques voilà, bien repérées sur lesquelles on va former les gens. Et donc, 1915, conférence d'Abraham Flexner, 1917, publication de Social Diagnosis, Mary Richmond. De Mary Richmond. Voilà, qui, elle, propose une méthode, le casework. Voilà. Et donc, ça va devenir la base du travail social. Travail social est probablement un terme qui vient aussi de Mary Richmond. Il y a quelques éléments qui tendent à le penser. Et donc, combat pour définir les frontières du travail social. Et tout ce qui est de la logique des settlements, c'est-à-dire la réforme sociale, va être évacué du travail social.
le travail social va devenir un métier technique avec des techniques d'intervention. Et donc, on a là un deuxième élément important dans la compréhension des choses, c'est que, du point de vue des acteurs du champ, deuxième fois, les settlements sont mis de côté. Donc, au fond, quand on arrive dans la période contemporaine, l'histoire finalement des settlements est périphérique. Elle n'est pas au cœur du travail social. Donc on a perdu quelque chose. Ce qu'il faut avoir en tête ensuite, bon, quelques éléments d'histoire du travail social aux États-Unis. Dans les années 20 et dans les années 30, les deux autres branches du travail social. Le travail social est constitué de 3 branches. Casework, comme évoqué à l'instant. Ça veut dire un dossier, une personne, une histoire. Voilà. Le travail social de groupe, voilà, qui lui va naître dans la filiation du développement de la psychologie sociale avec Kurt Lewin particulièrement. Donc, Kurt Lewin joue un rôle très important à l'époque. Et puis le community organizing, donc tout ce qui est l'approche plutôt communautaire, donc qui se développe par exemple à Chicago dans les années 20-30. Le travail de construction des 3 fondements du travail social, donc le casework, c'est dès 1917 que c'est produit, ça devient hégémonique et ça écrase tout le reste, mais il y avait eu aussi d'autres tentatives donc, liées au settlement, et de formulation de ce que pourrait être le travail social des settlements. Mais, je le redis, la dimension réforme sociale est déjà évacuée. En fait, on va être sur des approches techniques. On travaille soit individuellement, soit avec le groupe, soit avec la communauté. C'est de la technique, ça. Le sens philosophique, politique est évacué complètement dans ces 3 approches-là, finalement. Y compris, tu considères, dans le community organizing? Il y a une critique aussi à avoir du community organizing. D'accord. Et ce qui est reproché à Alinsky, parce qu'il y a eu des travaux qui ont porté sur une critique de son travail, à Alinsky, c'est des coups, en fait. Il vient, il fait son approche, il part. Il est dans... on va faire bouger la ligne sur la façon où le logement et les propriétaires des logements maltraitent finalement les locataires. Ben là, on va faire une manifestation devant le propriétaire et on va faire bouger les lignes, on va le faire changer d'avis sur sa façon de traiter. Des coups de force, enfin quelque chose de venir. Mais ça marche oui, très bien. Bien sûr. Mais c'est des coups de force. Là, ce que faisaient les settlements autour d'une réforme sociale avec une vraie volonté de travailler sur les problèmes sociaux, on n'y est pas, vraiment. Donc il y a vraiment eu une perte d'un patrimoine dès la Première Guerre mondiale, dès la période de la Première Guerre mondiale, ce patrimoine-là va reculer, être perdu, d'une certaine façon, est perdu. Pourquoi je dis d'une certaine façon? Parce qu'il y a quelque chose quand même d'intéressant à observer, si on prend un peu de recul. Dans les années 50, 2 courants vont reprendre la question des problèmes sociaux à une autre échelle, et on le voit à travers la création de 2 revues. La première revue s'appelle Social Problem. Revue américaine. Revue américaine de sociologie. Oui. Et qui s'attaque clairement à la question des problèmes sociaux. Et il y a une deuxième revue qui se crée, alors je n'ai plus le terme en anglais, mais le terme en gros c'est le journal de la question sociale. Et ce journal de la question sociale est une revue de psychologie. En fait, les 2 courants, psychologie et sociologie, vont s'intéresser à la question des problèmes sociaux et donc vont mobiliser les savoirs développés dans ces 2 disciplines au service de la prise en charge de ces problèmes sociaux. Ils ont une dimension pratique l'une et l'autre. Et dans la revue de sociologie, on retrouve Burgess, qui est l'un des fondateurs de l'école de Chicago, et dans la revue de psychologie, on va retrouver Kurt Lewin.
Kurt Lewin, qui va lui aussi développer la recherche-action, n'est-ce Et pas? qui développe, c'est à lui qu'on fait référence quand on parle de recherche-action, évidemment. Père de la recherche-action. Mais la philosophie, je le redis, c'est totalement, c'est Dewey. Mais, et tu dis, ils ont une approche pragmatique et aussi clinique, enfin j'ai envie de dire, de comment on va prendre en charge les problèmes sociaux. Ce qui fait qu'on voit les États-Unis très clairement, dès les années 50-60, développer une discipline du travail social avec deux aspects, l'aspect clinique ou l'aspect paillasse de laboratoire. C'est-à-dire on apprend au chevet du malade, d'un côté, si on reprend les termes d'analyse de Michel Foucault de la clinique, et on apprend aussi à la paillasse, c'est-à-dire dans le laboratoire. En reproduisant les phénomènes dans un laboratoire, on essaie de les comprendre pour pouvoir avancer dessus. Donc les deux, finalement, fonctionnent d'un côté et de l'autre. Et comme il s'agit d'êtres humains, ça veut dire qu'on va jouer en labo des interactions que l'on va étudier? En psychologie, oui, c'est ce qu'on fait. Oui. C'est l'expérience de Milgram sur la soumission à l'autorité, par exemple. Bon, voilà, ça c'est là dans du pur laboratoire. Du côté de la sociologie, on retrouve l'idée de Park, un des fondateurs aussi de l'école de Chicago, qui dit que la ville est un laboratoire. Donc en nous servant les phénomènes dans leur jus, finalement, on peut repérer des formes différentes où on a modifié certains critères de l'un par rapport à l'autre pour comprendre des phénomènes. En 2020, j'ai repris l'idée de John Dewey. Alors lui, c'était dans un livre qui s'appelle « Comment nous pensons » de 1910, il avait commencé à réfléchir sur les actes de la pensée. Donc il avait identifié 5 étapes qui permettent de produire un acte de pensée. Et dans une expérience en 2020 portant sur l'amélioration de l'accueil des enfants en centre de loisirs, j'ai eu l'idée de reprendre ces actes de pensée pour faire un travail collectif autour de cette idée d'amélioration de l'accueil des enfants. J'ai été surpris par la pertinence de l'approche et sa capacité à mettre les gens en mouvement et à produire des transformations et du changement. J'ai formulé les choses comme ça en disant je construis une méthode Dewey-Adams. Donc les deux sont impliqués. Pourquoi les deux sont impliqués? Je prends à Jane Addams la question de comment on rejoint les personnes qui ont des problèmes sociaux. C'est la première étape. C'est son travail, c'est ce qu'elle a fait. Elle a inventé une méthode, elle, qui a été de dire il faut habiter au milieu des personnes concernées. Donc il y a ça dans la philosophie de cette méthode. C'est-à-dire, on part toujours des personnes concernées. Alors, dans la formation que je propose, et particulièrement dans le 3e cycle, je demande aux étudiants toujours, non pas de partir de eux, les problèmes qu'ils pourraient rencontrer, mais de se poser la question, quelles sont les personnes qui sont concernées par ce problème-là, et qu'est-ce qu'elles disent, elles, du problème. Voilà, c'est la première étape. Et ensuite, j'y applique les étapes de la pensée de Dewey, donc les 5 étapes, donc qui sont dans la logique, en gros, on commence par enquêter sur c'est quoi le problème, c'est à peu près ça le démarrage. Ensuite, on se pose la question de, ok, ce problème-là, comment d'habitude on le résout? Quelles sont nos habitudes de transformation de ces situations-là? Et comme, visiblement, on a un problème, c'est que les habitudes qu'on a utilisées jusqu'ici ne fonctionnent pas, on va essayer de se dire, ok, quelles sont éventuellement les alternatives qu'on pourrait proposer. Et à partir de là, ça c'est une étape importante dans le processus, c'est qu'on va laisser se poser la question, c'est ok d'accord, mais est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont répondu et qui ont produit de la connaissance sur ce genre de problème? Donc, on va s'inquiéter de savoir qui a des choses à dire, a des connaissances sur le sujet. Et je prends en compte à cet endroit-là le fait que les personnes concernées peuvent avoir des connaissances. Voilà, donc ça, et bon, évidemment, les recherches académiques en font partie. Et ensuite, à partir de ces connaissances, on va construire des hypothèses pour expérimenter. Et on va tenter une expérimentation
dont on va pouvoir juger des résultats et dire, ok, on adopte ou on rejette l'hypothèse qu'on avait faite, parce qu'on voit à travers de l'exemple ce que ça peut donner. Et donc, on a là un processus qui pourrait se reproduire de façon récurrente dans une institution pouvant répéter chaque année, par exemple, ce processus-là pour avancer pas à pas dans la compréhension des phénomènes et dans la façon de les améliorer. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est le travail que j'ai mené, c'est de reconstruire cette histoire-là et d'essayer de comprendre mais pourquoi, quand on met en place ce que ces gens-là ont préconisé, il se passe des choses aussi extraordinaires. Et c'est d'une telle puissance que moi j'en suis quasi sidéré en fait. Quand je vois ce que les étudiants produisent, je me dis waouh, c'est génial. Donc d'où ça vient? Et donc voilà. Et il fallait remonter l'histoire, il fallait remonter le fil, mais il fallait aussi remonter d'abord et avant tout le fil en dehors de la France, il fallait remonter à la source anglo-américaine, et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Merci beaucoup. Je t'en prie.